Bonjour, j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente l'outil pgadmin qui permet de se connecter facilement à des bases de données PostgreSQL. Dans cette présentation, je n'ai pas parlé des requêtes SQL en disant que je le ferai dans une vidéo spécifique là-dessus. Alors ici je vais présenter de la requête SQL et rien d'autre. PostgreSQL va un peu plus loin que le simple SQL, mais on va déjà voir du SQL et ça sera déjà bien. J'ai déjà présenté quelques petites choses, là vous vous doutez bien que je vais y aller un peu plus fort. Rien d'insurmontable, mais faut quand même bien suivre si vous ne vous êtes jamais aventuré là-dedans. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper SGP Info dans votre navigateur. Alors là, encore une fois, je n'ai rien installé, rien à configurer, j'ai déjà présenté tout ça dans ma vidéo sur pgadmin. Ce qui va me permettre de prendre un peu plus de temps dans mes explications de base. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir tout montrer et rentrer dans tous les détails. Le SQL va quand même loin et les vidéos trop longues. Bref, je l'ai déjà dit 100 fois. Le SQL, ne dites pas que vous n'en aurez pas besoin. Je ne suis pas gestionnaire de base de données et ce n'est pas ma spécialité. Pourtant, j'en ai besoin. Peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. Ici, je ne vais présenter que des extractions. Je ne vais pas faire d'ajout dans ma base de données. À l'heure où tout le monde demande des rapports, des datas, des dashboards, il faut bien récupérer les données quelque part. Et vous l'avez bien compris, on peut avoir à créer des requêtes demandant certaines connaissances. Alors, je ne peux pas parler des requêtes complexes. Ce que je présente ici ne l'est pas encore. Déjà, si tout le monde est à l'aise avec ça, il y a de quoi faire. Alors ici, je vais partir d'une requête simple pour la modifier, pour aller un peu plus loin à chaque fois. Comme je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ce que je veux montrer, la suite sera pour une autre fois. Et je vais essayer de montrer beaucoup de choses, ce n'est pas facile, c'est long. Je vais alors utiliser plutôt le copier-coller, ce qui me permettra de gagner du temps sans avoir à tout taper. Le fichier exemple sera dans la description, ce qui vous permettra en même temps d'avoir un pense-bête au passage, mais aussi un fichier exemple. Je ne reviens pas sur pgadmin, j'y suis connecté. J'ai ouvert ma page de commande SQL. Alors si vous ne comprenez pas comment j'en suis arrivé là, je vous invite à voir ma vidéo sur la présentation de pgadmin et de ma toute première requête SQL. Alors ici je vais partir de ma dernière requête, celle que j'ai présentée dans cette vidéo, avec un select ID, factName ID, host ID, value, from fact value. Alors ici ma requête ne fait rien, je récupère juste la valeur des champs, les champs ID, factName ID, host ID, value et rien d'autre. Si vous ne savez pas sélectionner quelques champs dans une table, cette vidéo n'est vraiment pas faite pour vous. Alors si vous avez besoin de connaître les bases, j'en parle dans quelques-unes de mes vidéos comme ma vidéo sur MySQL, sur Oracle ou encore celle sur pgadmin. Alors ici ma requête je vais la taper en colonne et non plus en ligne. En ligne ça va pas être très pratique, mais surtout ça va être beaucoup moins lisible. Tant qu'on est sur des petites requêtes ça va très bien, mais justement, je vais tout de suite rajouter des informations et ça va la rendre compliquée si je la laissais en ligne. Alors on peut très bien supposer que les données qu'on va extraire font partie d'une plus grande organisation. On pourra alors vouloir y mettre des données fixes, comme par exemple
le nom de la personne qui a fait les extractions, ou l'équipe, ou même la date de l'extraction. Donc dans mon select, je vais rajouter une première ligne, ljp-info, has ou extract. ljp-info, c'est du texte, donc je le mets entre apostrophes, comme, donc pour le champ, ou extract, ou je pourrais mettre, comme là, un doubt, now, entre parenthèses, as date extract. Et puis le reste, je remets les mêmes champs. Alors ici, je mets le ou extract au début de ma requête. Ça pourrait être très bien à la fin ou au milieu, mais pour la démo, ça sera quand même plus visible. On peut aussi faire une modification sur les valeurs directement. Ici, je vais faire simple, je vais juste faire un upper sur mes valeurs pour les mettre en majuscule. Donc je fais un upper et entre parenthèses, je lui dis qu'est-ce que je veux mettre en majuscule, donc value. Mais on pourrait très bien faire un lower pour le mettre en minuscule, ou trim, ltrim, rtrim pour supprimer les espaces à gauche ou à droite, ou les deux. Sans entrer plus dans le détail, on peut aussi mettre des conditions avec tout un tas d'opérations, comme concaténer les chaînes, les couper. Ici, je vais juste donner un exemple parlant qui montre la conversion en majuscule. Mais il faut aussi laisser aller vos idées un petit peu plus loin. Alors c'est là que mon copier-coller commence à être intéressant. C'est assez long à faire, surtout il ne faut pas se tromper, ni par exemple mettre des espaces avant ou après le égal ou le différent, donc les signes inférieurs et supérieurs du when, sinon vous allez voir des erreurs. Alors dans mon exemple, j'ai rajouté un case. Le case correspond aux conditions qu'on va tester. Le cas, dans le cas où le when, on va faire un test où on compare la valeur en majuscule, donc je mets upper value, donc ma valeur en majuscule, et je la compare à la valeur elle-même, value. Et justement, si c'est différent, d'où mon signe inférieur et supérieur, donc si c'est différent, eh bien on affichera la valeur, un texte quelconque, donc ici j'ai mis le chevron, mais on pourrait mettre n'importe quoi, et la valeur convertie. Alors ici j'ai une fonction qui s'appelle concat. Cette fonction, on pourrait aussi splitter, assembler, compter, calculer. Donc ici c'est juste une concaténation des chaînes. Puis je mets un else, sinon, si la condition précédente n'est pas validée, eh bien dans ce cas-là, je vais retourner la valeur telle qu'elle est. Alors bien sûr, ça pourra aller plus loin, on pourrait faire un else if et puis mettre d'autres conditions derrière. Et je termine avec un end, donc le fin du case, et dans ce cas-là, la valeur que j'ai trouvée, que j'ai retournée, je vais l'injecter dans un champ qui s'appelle test value. Alors c'est ici que je dis que faire un petit peu de scripting, ça ne fait pas de mal. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire en test. Là, vous comprendrez bien que je ne peux pas entrer bien plus loin dans le détail. Vous avez alors le principe. Après, vous faites une petite recherche sur le net et là, vous aurez toutes les explications sur la manière d'effectuer d'autres tests. À savoir aussi que là, j'utilise la condition case. Donc dans le cas, donc suivant le cas, il va me retourner une valeur, mais ça pourrait être écrit aussi autrement. Alors ne soyez pas surpris si certains vont vous présenter le case ou même un if autrement. Alors dans l'exemple suivant, c'est quand même un petit peu plus simple que le précédent. On va voir que l'on peut utiliser des alias. Alors ici, je vais utiliser l'alias dans
le nom de ma table, mais je pourrais faire pareil avec le nom du champ, comme ici où je fais un fv.id et je le renomme en identifiant. Donc là, cette fois, je fais un select fv.id as identifiant. Donc mon id ne va plus s'appeler id mais identifiant. Après, je peux faire un fact name id, un fv.host id, un fv.value. Et justement, dans mon from, je vais lui dire que mon fact value ne s'appelle plus fact value, je vais l'appeler fv. Alors là, dans le cas ici où je n'utilise qu'une table, l'intérêt est quand même un petit peu moins intéressant. Mais justement, dans cette manipulation, ce qui va être surtout intéressant, c'est de rendre le code, alors si on peut appeler ça comme ça, plus facile à lire. Et justement, à l'étape suivante, cette fois on va commencer à joindre des tables ensemble. Alors là, je vais utiliser 2 tables. Ça peut aller. Quand on commence à avoir 3 tables, c'est déjà moins facile à suivre. Et justement, plutôt que d'utiliser des noms de tables qui ne sont pas parlants, vous pouvez très bien utiliser et convertir ces noms en quelque chose qui est un peu plus lisible, comme ici fv. Alors cette fois c'est parti pour avoir enfin un résultat qui ressemble à quelque chose. J'ai supprimé le champ fv.id que j'avais mis en alias identifiant. Alors si pour une utilisation future j'ai besoin d'une clé primaire, je remettrai, mais là pour la démo c'est très bien comme ça. J'ai remplacé ensuite le factName ID par le nom du fact, parce qu'avant j'avais juste un ID, maintenant l'idée c'est bien d'avoir le nom qui correspond à ce ID. J'y reviendrai de toute façon juste après. Enfin, je remplace le fv.hostID par le nom de mon hôte. Donc je fais exactement la même chose, au lieu d'avoir un ID, maintenant j'ai bien un nom. Donc j'aurai un nom d'hôte, j'aurai le nom du fact, donc le texte du fact, et sa valeur derrière. Alors bien sûr, pour le stockage, c'est quand même beaucoup plus pratique de ne avoir que des ID. Parce que justement, si j'avais dans mes tables, je stockais systématiquement les noms complets, ça ferait une base de données beaucoup plus volumineuse. Donc j'ai remis le nom de mon champ dans l'ordre, le nom de ma machine, le nom du fact et la valeur correspondante. Alors justement, comment j'ai fait ça? Dans ma table de fact, j'ai uniquement les identifiants de mes machines hôtes et le nom de fact. Dans une autre table, je retrouve mes noms d'hôtes avec leur ID. Dans encore une autre table, j'ai mes noms de fact avec leur identifiant. Et bien je remplace tout simplement l'ID par le nom d'hôte, l'ID de mon fact par son nom. Alors justement, je vais devoir à ce moment-là joindre mes 2 tables en disant justement comment on fait la correspondance entre ma table host ID. Pour ma table fact value, je fais exactement la même chose. Je fais correspondre le champ host ID. Et pour ne pas me perdre dans les noms, et justement c'est ce que je disais tout à l'heure, le voilà, ces alias qu'on va mettre à la place de mes tables, j'ai mis pour ma table fact value, je vais l'appeler fv. Pour ma table host, je vais l'appeler h. Pour ma table factName, je vais l'appeler fn. Et comme on a un champ name pour le host, on a aussi un champ name pour le fact, eh bien j'aurai correspondre le hostname et le factName avec sa valeur. Et puis surtout, je vais faire aussi correspondre le HID avec le fv.hostID. Donc je lui dis que d'un côté, dans ma base de données ou dans ma table host, l'ID va correspondre à mon fact value host ID, comme dans fn.id,
je lui dis que ça correspond au fv.factnameid. Là, j'avais prévenu, c'est quand même pas très facile. Heureusement que vous avez le texte sous les yeux pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau de la requête à proprement parler. Alors probablement que vous allez vous poser la question, pourquoi write join? Je pourrais aussi faire un left join, un outer join, inner, full, self join, natural join, union join. Alors je vais pas faire le tour de toutes les possibilités, c'est vraiment pour dégrossir. Dès lors que vous avez une idée de quoi il s'agit, vous trouverez le complément d'aide facilement, d'autant que ça sera suivant vos besoins. Alors ici je parle donc de jointure. Comment vous allez relier les deux tables? Est-ce qu'on considère qu'il faut les deux données, l'une et l'autre, ou l'une ou l'autre? Alors pour ma requête précédente, je me suis pas trop embêté. Chaque fact est associé à un post. Donc j'ai toujours un ID de machine hôte et j'ai toujours un nom qui correspond à cet ID. De la même manière que chaque ID de fact a un nom. Ça n'arrivera pas que j'ai un ID et que j'ai pas de nom correspondant. Alors mais on pourrait très bien s'imaginer que plutôt que de faire de l'extraction de données, vous faites une extraction de voitures. Les voitures ont toutes des roues. En tout cas si elles sont en bon état et qu'elles roulent. Mais elles n'ont pas toujours une roue de secours. Si on affiche que les voitures qui ont des roues de secours, je vais faire un inner join. On n'aura pas le même résultat que si on affiche toutes les voitures, dont celles qui ont une roue de secours. Donc on affichera les voitures qui n'ont pas de roue de secours et les voitures qui ont une roue de secours. D'où cette inner ou outer. Donc comme bien souvent, c'est encore la pratique qui va vous permettre le mieux de saisir toutes ces différences. Bon, à l'étape suivante, dans cette requête, je vais pas changer grand chose. Je vais rajouter, pour faire plus propre, un tri avec un order by. Alors je pourrais très bien mettre ASC desk pour lui dire de trier dans l'ordre descendant ou ascendant. Donc ça va dépendre du besoin, du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Et je vais rajouter donc dans mon where des conditions avec un fn.name like osName. Donc je vais lui dire uniquement que le factName, je prends osName ou os release full. Comme ça, j'aurai pas tous les facts qui vont être affichés. Et je vais pouvoir faire un order by h.name ou et ensuite fn.name. Alors c'est bien quand même l'occasion de voir que l'on peut effectuer des tri ou un filtre. Là, je ne l'ai pas fait sur les différentes tables de la requête, mais on voit dans mon ordre que j'ai utilisé deux tables différentes. Alors bien sûr, encore dans le where, je pourrais mettre un égal à la place du like, ou encore mettre un %, donc suivant les valeurs filtrées qu'on voudra récupérer. Alors je pourrais encore continuer plus loin, mais ensuite ça va être surtout de la mise en application. Depuis le début, je parle d'export. Alors c'est bien gentil, j'ai mes requêtes SQL, mais comment cette fois obtenir le fichier qui correspond? Alors bien sûr, on ne fait pas du copier-coller des données qu'on va extraire. Donc dans cette dernière manipulation, je vais vous montrer comment exporter ma requête, les données, le résultat de ma requête, vers un fichier. Dans ma vidéo précédente, j'avais expliqué que je me connectais avec le compte Foreman, et le compte Foreman n'a pas tous les droits. Pour faire mon exportation, on va exporter, on va alors à la fois
lire dans la base de données et écrire sur la machine, il faut avoir le droit de pouvoir écrire les données, de faire une sortie côté fichier. Donc je vais donc me rendre sur mon serveur. Donc c'est juste une connexion au travers d'un compte Postgre. Alors si vous avez les droits sur votre base de données, vous pouvez très bien effectuer la manipulation directement depuis pgadmin. Donc je vais me connecter sur mon serveur, puis je vais basculer sur le compte Postgre avec un SU Postgre. Donc c'est ce que je disais, c'est juste pour montrer le résultat principalement. Puis je vais me connecter dans PSQL, donc je tape juste PSQL, comme je suis connecté dedans avec mon pgadmin. À la différence, c'est que j'utilise un compte différent et je vais y mettre ma requête. Donc c'est exactement la même requête, j'ai juste rajouté 2 lignes, une ligne copie et une ligne tout à la fin, tout. C'est la même requête que tout à l'heure avec la commande copie et l'exportation de mes données. Donc je copie et j'exporte vers un fichier, le fichier /temp/formanosnver.csv avec un délimiteur qui est la virgule. Donc à la fin de ma requête, je vais avoir un message qui me dit qu'il a copié 50 lignes. C'est effectivement le cas. On n'a pas besoin d'y réfléchir. J'ai 25 machines. J'ai mis 2 lignes de fact. Donc 2 lignes de fact par machine, ça fait 50 lignes. Et il ne me reste plus qu'à quitter le PSQL avec un anti/Q pour aller voir le contenu de mon fichier. Donc j'ai exporté mon fichier dans /temp/formanosnvar.csv. Donc je vais pouvoir faire un less, un cat, un vi, puisque là je suis dans Linux. Mais si vous êtes sous Windows, parce que ça marche très bien de toute façon sous Windows aussi, c'est exactement la même chose. Au lieu de lui dire que je vais exporter vers /temp, je vais exporter vers c:/temp et puis le nom de votre fichier. Et puis on fera une édition avec un notepad, par exemple. De toute façon, derrière, c'est uniquement de la lecture de fichiers texte. Alors comme j'ai pu le dire au début, je ne suis pas spécialiste des bases de données. Ici, tout administrateur devrait être en mesure de faire ce que je viens de présenter. Sachez aussi que si j'en suis arrivé là, ce n'est pas sans mal. Les bases de données, on sait qu'on en a besoin. Mais quand on peut se passer de taper de la requête, eh bien on s'en passe volontiers. Alors c'est pas du système, on ne sait pas par le bon bout s'y prendre, je confirme tout ça, ce n'est pas plus ma tasse de thé que la vôtre. Tout comme le scripting, la programmation, il faut se faire un petit peu violence, il faut être capable de faire quelques petites choses. La meilleure approche pour s'y mettre n'est pas probablement de se dire « il faut que je le fasse », surtout c'est bien de comprendre ce qu'on fait. Je pense qu'on est beaucoup plus motivé à apprendre et progresser dans un domaine quand on connaît les enjeux et les besoins. La bonne question est « j'ai une base de données, OCS, GLPI, PuppetDB ou comme moi, Foreman, comment extraire les résultats pour l'intégrer dans une feuille de calcul, OpenOffice, LibreOffice, SQL ou Google Sheet. Si on ne vous a pas encore demandé d'extraire la liste de vos utilisateurs de l'AD ou la liste de vos GPO au format SLV, ça ne saurait pas tarder. De toute façon, aujourd'hui, on a besoin des extractions, on a besoin des listes, on a besoin des datas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et surtout, le jour où on va vous le demander, il est déjà trop tard pour dire « il faut que je m'y mette ». Alors je répète, ce n'est pas facile, vous allez vous poser un tas de questions, surtout au début. N'hésitez pas à les poser ici, n'hésitez pas à faire vos différentes remarques. Il serait intéressant ou pas d'aller un petit peu plus loin, ou encore approfondir le sujet, alors pourquoi pas, faites-le savoir. Alors ça sera suffisant pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker,
abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Des sujets, il en reste encore des tas à traiter. Et justement, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Alors à bientôt.